Dans un quartier modeste de Kinshasa, vivait une famille simple mais unie, tissée de cet amour rare que même la pauvreté ne peut briser. Le père, un maçon aux mains calleuses et au dos courbé par les années de labeur, et la mère, vendeuse de beignets au marché, n'avaient qu'un seul enfant, une fille, leur unique fierté, leur trésor. Elle s'appelait Mélina. À 18 ans à peine, Mélina brillait par son intelligence, sa douceur et sa maturité. Malgré les difficultés du quotidien, elle étudiait avec acharnement, sans jamais se plaindre. Ses résultats scolaires étaient excellents, et le jour où elle obtint son baccalauréat, ce fut comme un rayon de soleil dans la grisaille de leur existence. Les voisins applaudirent, les parents pleurèrent de joie, leur fille allait faire des études universitaires. Ils voyaient déjà en elle un avenir meilleur, une vie différente, un rêve en marche. Pour eux, elle n'était pas seulement une fille, elle était l'espoir vivant d'un avenir plus doux. Mais derrière ses beaux sourires, Mélina cachait un secret. Depuis plusieurs mois, elle nourrissait en silence des sentiments profonds pour Yvon, un garçon du quartier voisin. Il avait à peu près le même âge qu'elle, et même si lui ne lui prêtait que peu d'attention, elle l'aimait de tout son cœur. Pour elle, il représentait tout ce que l'amour avait de beau, de pur. Un jour, prise d'un courage mêlé de naïveté, Mélina alla lui avouer ses sentiments. Yvon, surpris, ne dit rien sur le moment. Il n'éprouvait rien de sérieux pour elle, mais voyant l'occasion se présenter, il profita de sa vulnérabilité. Ce qui aurait dû être un moment d'amour partagé devint un acte volé, un mirage cruel pour Mélina. Yvon, une fois ce qu'il voulait obtenu, s'éloigna aussitôt, sans un mot, sans regard. Pour lui, c'était fini. Pour elle, c'était le début d'un drame. 1 mois et demi plus tard, les signes inquiétants apparurent. Mélina n'avait plus ses règles. Elle était souvent prise de nausées, perdait l'appétit, restait silencieuse. Sa mère, attentive, remarqua vite le changement. Au fond d'elle, elle sentait que quelque chose n'allait pas, mais elle refusait d'y croire, jusqu'au jour où elle prit sa fille par la main et l'emmena en clinique. Les mots du médecin tombèrent comme un coup de tonnerre dans le silence. « Votre fille est enceinte. » Le sol s'écroula sous les pieds de la mère. Les larmes montèrent sans qu'elle puisse les retenir. Elle pleura, pas seulement de tristesse, mais de douleur, de colère, de peur. Elle voyait déjà tous les sacrifices anéantis, tous les rêves effondrés. Elle pensa à son mari, à sa réaction. Comment allait-elle lui annoncer cela? Comment un père aussi fier allait-il encaisser une telle nouvelle? Ce soir-là, elle attendit que les enfants du voisinage soient couchés, que le calme règne dans la maison. Puis elle s'approcha de son mari, la gorge nouée, le cœur tremblant. « Notre fille est enceinte », murmura-t-elle dans un souffle, comme si les mots eux-mêmes la brûlaient. Le silence fut long, insoutenable. Le père, d'abord figé, se leva brusquement. Son visage, d'habitude doux, se transforma. « Non. Pas elle. Pas ma fille », hurla-t-il, les yeux rouges, la voix brisée. Il entra dans la chambre de Mélina. Elle était là, recroquevillée sur son lit, les yeux rougis de larmes. « Tu m'as déshonorée, Mélina !» cria-t-il. « Tu as piétiné tout ce que ta mère et moi avons construit pour toi. Tu n'es plus ma fille. » Puis, sans écouter un mot de plus, il la chassa de la maison, laissant derrière lui une mère en sanglots, une fille effondrée, et un silence rempli de douleur. Mélina, vêtue de sa robe d'école et portant un sac rempli de quelques vêtements, quitta la maison cette nuit-là, le cœur brisé en 1000 morceaux. Elle marcha longtemps, sans savoir où aller, sans savoir qui elle était désormais. Elle n'avait plus de père. Elle n'avait plus de foyer. Elle n'avait plus que cet enfant qui grandissait en elle, et l'ombre d'un amour qui l'avait trahi. Les semaines passèrent, et avec elles, l'innocence de Mélina s'éteignait un peu plus chaque jour. Chaque matin, elle quittait le coin du pont de Matete où elle dormait, recroquevillée sur un bout de carton, protégée seulement par un pagne usé qu'elle serrait contre elle. Autour d'elle, d'autres sans-abri partageaient la même misère, des enfants au ventre gonflé par la faim, des vieux aux yeux perdus, et des femmes au regard vide. Mais parmi eux, Mélina était différente. Elle portait une vie en elle. Une vie qui bougeait parfois dans son ventre et lui rappelait qu'elle devait tenir. Pour ce petit être, elle n'avait pas le droit de baisser les bras. À travers les ruelles de Kinshasa, elle errait,
épuisée, frappant à toutes les portes, demandant humblement du travail. Parfois, une maman lui confiait un panier de vêtements à laver au bord du fleuve. D'autres fois, elle nettoyait des toilettes, vidait des poubelles, balayant les cours poussiéreuses d'inconnus. Elle travaillait sans relâche, espérant un peu d'argent, parfois pour n'en recevoir que 500 francs congolais. L'équivalent d'un pain, ou d'un sachet d'eau. La fatigue lui brisait le dos. Ses pieds étaient enflés. Son ventre s'arrondissait de plus en plus, mais aucun repos ne lui était accordé. Elle se battait seule, dans le silence, avec pour seule compagne ses larmes qu'elle essuyait vite pour ne pas paraître faible. Les gens la regardaient, certains avec pitié, d'autres avec mépris. Une fille enceinte, errant dans les rues, c'était une honte pour beaucoup. Mais personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait le poids de son passé. Et pourtant, chaque soir, sous le pont, elle murmurait des prières. Des mots simples, venus du cœur. Seigneur, ne m'abandonne pas, protège mon enfant. Donne-lui une chance. Les mois passèrent. Puis vint le 9e. Une nuit de pluie, alors que le tonnerre grondait au-dessus de Kinshasa, Mélina sentit une douleur violente lui traverser le ventre. Elle cria. Elle pleura. Aucun hôpital à l'horizon. Pas de famille. Pas d'aide. Mais parmi les sans-abri, une vieille dame, prénommée Mama Monique, s'approcha. Elle avait déjà aidé des femmes à accoucher dans la rue. Cette nuit-là, sans lumière, sans instrument, seulement avec de l'eau tiède et des chiffons propres, elle aida Mélina à donner naissance. Et au bout de longues heures de souffrance, dans un cri qui déchira la nuit, un petit garçon vit le jour. Il était là, petit, fragile, blotti contre sa mère en larmes. Il était sa lumière dans l'obscurité, la raison pour laquelle elle avait tenu debout aussi longtemps. Mama Monique, touchée par le courage de cette jeune fille, lui prit la main le lendemain et lui dit doucement, « Viens avec moi, ma fille. Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai un petit abri, au fond de ma parcelle, là où je cultive mes légumes. Tu pourras y rester, au moins pour nourrir ton bébé et lui donner un toit. » Mélina n'y croyait pas. Pour la première fois depuis des mois, quelqu'un lui tendait la main. Ce jour-là, elle partit avec Mama Monique, tenant son bébé contre elle, les pieds nus sur le sol boueux, mais le cœur rempli d'un espoir nouveau. Elle entra dans une petite cabane en bois, simple mais propre, adossée à un champ de manioc. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'assit sur un vrai lit, mangea un repas chaud, et put dormir sans crainte. Elle n'avait plus rien, sauf son enfant, un toit, et une lueur d'espoir. Le temps s'écoulait, lentement, au rythme des petits pas de son enfant qui venait de fêter sa première année. Dans sa petite cabane au fond du champ de Mama Monique, Mélina se battait chaque jour pour offrir à son fils un peu de pain, un peu de riz, un peu d'amour. Mais l'amour ne nourrit pas. Et chaque matin, elle reprenait son chemin balai à la main, bassine sur la tête, fatigue sur le visage. Elle lavait les vêtements d'autres femmes, nettoyait les toilettes des quartiers voisins, passait ses journées à genoux, les mains dans l'eau froide, le cœur lourd. Et pourtant, malgré tous ses efforts, elle n'arrivait à économiser que 5000 francs congolais par mois. C'était peu, presque rien. Juste de quoi acheter quelques légumes et un morceau de savon. Le reste du temps, elle serrait son fils contre elle, tentant d'oublier sa propre faim. Un après-midi étouffant, alors qu'elle revenait d'un long travail, une voiture rutilante freina près d'elle. Les vitres descendirent lentement, laissant apparaître une femme élégante, bien maquillée, au regard assuré. Elle s'appelait Brigitte. « Bonjour ma fille », dit-elle d'une voix douce mais calculée. « Je t'observe depuis quelque temps dans le quartier. Je vois comment tu te bats. Tu es courageuse. Mais tu es aussi très belle, très attirante. Avec un peu de soin, tu serais une vraie perle. » Mélina, surprise, écoutait, la sueur coulant sur ses tempes, l'enfant attaché dans son dos. « Je veux t'aider », continua Brigitte. « Je connais un travail, pas compliqué. Si tu acceptes, tu peux te faire jusqu'à 150 $ par semaine, voire 2 cents ou 250 $ selon ton engagement. » Le cœur de Mélina bondit. Une telle somme, c'était au-delà de ses rêves. Elle sourit faiblement, l'espoir dans les yeux. « Merci maman, merci beaucoup. Vous me sauvez la vie. Mais, en quoi consiste ce travail ? » Brigitte hésita un instant,
puis lâcha avec une étrange légèreté. Je gère une maison où des hommes importants viennent passer du temps avec des femmes. Elles sont bien traitées, bien nourries. Ou, si tu préfères, on a aussi un point au rond-point Matete. Tu te places, tu séduis, et après un moment intime, tu repars avec ton argent. Simple. Elle tendit une carte. Prends ça. Si jamais la vie devient trop dure, tu sauras où me trouver. Puis elle démarra, laissant derrière elle une traînée de parfums sucrés et d'amertume. Mélina resta figée, la carte dans la main. Elle avait entendu parler de ce genre de choses. Elle avait jugé, autrefois. Elle s'était promis de ne jamais vendre son corps, quoi qu'il arrive. Mais ce soir-là, elle rentra avec les poches vides. Et son fils pleura toute la nuit, le ventre creux. Les jours suivants furent encore plus durs. Les promesses de travail s'évanouissaient. Les petits boulots devenaient rares. Même un morceau de pain devenait un luxe. Et puis, elle craqua. Ce n'était pas par faiblesse. C'était par désespoir. Elle pensait à son fils, à ses cris de faim, à ses nuits sans sommeil. Elle se disait que peut-être, juste une fois, pour lui acheter du lait, des couches, pour survivre. Elle regarda la carte de Brigitte, longtemps. Puis, le cœur en lambeaux, elle la glissa dans sa poche. Elle n'avait pas encore appelé. Mais elle savait, au fond d'elle, que la ligne qu'elle s'était juré de ne jamais franchir, était là, devant elle. Le ventre vide, l'espoir affaibli, Mélina finit par appeler Brigitte. Le soir même, elle franchit la porte de la maison close. L'ambiance était feutrée, parfumée, étrange. On l'accueillit, on la maquilla, on lui donna une robe moulante et des talons hauts. Elle ne se reconnaissait plus dans le miroir, mais elle se regarda droit dans les yeux. Je le fais pour mon fils. Les jours passèrent. Puis les semaines. Mélina se fondit dans ce nouveau monde. Elle devenait douée pour charmer, pour séduire. Au pont de Matete, elle n'avait pas besoin de beaucoup d'efforts pour attirer les regards. Sa beauté naturelle et sa silhouette faisaient d'elle une proie très convoitée. Elle gagnait bien sa vie. Elle nourrissait son fils, le soignait, le vêtait. Elle n'oubliait jamais pourquoi elle était là. Mais malgré ce qu'elle faisait, elle se protégeait toujours. C'était sa règle, sa limite. Un soir, alors que la fatigue la gagnait, un homme dans une belle voiture s'arrêta devant elle. Il était élégant, mais le regard vide. Il lui proposa de passer un moment ensemble. Rien de violent, rien de brutal, juste de la compagnie. Il était épuisé par la vie, par les relations, par les trahisons. Dans la chambre d'hôtel, l'homme semblait absent, incapable même d'être excité. Il se leva lentement, s'assit au bord du lit, la tête entre les mains. « Pourquoi vous les filles, c'est toujours l'argent, dit-il d'une voix brisée. Moi, j'ai tout donné, à 2 femmes. Elles m'ont trahi avec mes propres amis. L'une m'a volé 10 millions de dollars, l'autre 15 millions. Elles m'ont laissé seule, humiliée. » Mélina, touchée par sa douleur, s'approcha doucement. Elle le regarda droit dans les yeux. « Monsieur, ce sont les erreurs de la vie. Mais un jour, vous trouverez quelqu'un qui vous aimera sincèrement, pas pour vos biens. Vous méritez l'amour, vous aussi. » Mettons un peu une pause à cette histoire. Et vous, chers téléspectateurs, à sa place, auriez-vous encore cru en l'amour? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je lis tout avec attention. Merci pour vos commentaires. Continuons l'histoire. Il leva les yeux vers elle, troublé par sa douceur. « Et toi, que fais-tu ici? Comment une fille comme toi s'est retrouvée dans un tel endroit ?» Elle prit une grande respiration, puis lui raconta son histoire. La grossesse, la rue, le pont de Matete, le froid, la faim, les toilettes nettoyées, les vêtements lavés pour 500 francs, les pleurs de son enfant la nuit, la fatigue, la peur, et enfin, l'appel à Brigitte. J'ai étudié jusqu'en 5e des humanités, j'étais une fille sérieuse, j'avais des rêves. Mais la vie m'a poussée ici. Je n'ai jamais voulu ça. Je voulais juste survivre, pour mon enfant. L'homme resta silencieux un long moment. Puis il se leva, prit ses vêtements et dit d'un ton grave mais bienveillant. « Tu ne mérites pas cet endroit. Ce que tu as dans la tête, dans le cœur, vaut bien plus.
Je veux t'aider. Tu dois sortir de là. Mélina n'en croyait pas ses oreilles. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un la regardait autrement. Pas comme un corps, pas comme une marchandise. Mais comme une femme, une mère, une battante. Le lendemain matin, Mélina retourna voir Mama Brigitte. Merci pour tout, Mama. Mais je sens que ma place n'est pas ici. Je veux arrêter, je veux une autre vie. Mama Brigitte la regarda longuement. Elle n'était pas surprise. Elle vit dans les yeux de la jeune fille quelque chose qu'elle ne voyait que rarement, une lumière d'espoir. Quelques jours plus tard, Mélina retrouva Nathan, cet homme brisé par l'amour, mais qui lui avait tendu la main sans rien attendre. Il tint sa promesse. D'abord, il l'emmena dans une clinique privée pour faire tous les tests médicaux, et la soigner de toute infection éventuelle. Il s'assura qu'elle reprenne des forces, qu'elle retrouve confiance en son corps. Ensuite, il lui trouva une formation en logistique, domaine dans lequel il était lui-même PDG de la plus grande compagnie de transit à Kinshasa, Transcongo Logistique. Il lui offrit aussi un petit logement, modeste mais propre, sécurisé par un vrai toit. Bien mieux que la cabane insalubre où elle avait survécu. Mélina se jeta corps et âme dans sa formation. Elle voulait mériter cette chance. Elle ne dormait presque plus. Elle étudiait la nuit, travaillait le jour, posait 1000 questions, s'améliorait sans cesse. Au bout d'un an seulement, elle passa de simple stagiaire à directrice de département chez Transcongo Logistique. Elle brillait. Sa discipline, sa manière de diriger, son intelligence naturelle impressionnaient tout le monde. Mais bientôt, les rumeurs commencèrent à circuler. Tu sais qu'elle couche avec le boss, hein? Ce n'est pas normal qu'une fille comme elle devienne directrice si vite. Mélina faisait mine de ne rien entendre. Elle savait d'où elle venait. Elle savait qui elle était. Un soir, après une longue journée de réunion, Nathan l'appela dans son bureau. Il l'accueillit avec un sourire sincère. « Mélina, je voulais juste te dire que tu fais un travail exceptionnel. Tes idées sont brillantes. Ton équipe t'écoute. Et puis, tu es belle. Forte. Digne. » Il marqua une pause. Son regard s'adoucit. « Je sais que tu sors d'une histoire douloureuse. Moi aussi. Mais à force de passer du temps avec toi, j'ai développé des sentiments. Je t'aime, Mélina. Je voudrais t'épouser. Voir tes parents. Payer la dot légalement. Et t'honorer devant tout le monde. » Mélina resta sans voix. Elle le regarda longuement, les larmes aux yeux. Puis, d'un bond, elle se jeta dans ses bras. « Moi aussi je t'aime, Nathan. Mais, tu es sûr? Avec tout ce que j'ai été? Ce que tu as été ne change rien. Moi, j'ai une fille. Toi, tu as un garçon. Aimons-les comme s'ils étaient nés de nous deux. Unissons nos cœurs. Sans différence. Je t'aime. » D'accord. Je t'aime aussi, Nathan. Ils allèrent ensemble chez les parents de Mélina. Quand son père la vit, il fondit en larmes. Il se jeta à genoux. « Pardon, ma fille. Je t'ai rejetée quand tu avais le plus besoin de moi. Pardonne-moi. » Les cérémonies furent belles. Nathan paya la dot dans les règles. Le mariage fut célébré dans la joie et l'honneur. Et quelques mois plus tard, un nouveau bébé naquit. Un garçon, fruit de leur amour. Mélina le regarda dans les bras de Nathan, les larmes aux yeux. « J'ai connu la misère. Mais aujourd'hui, je connais l'amour. Et surtout, je sais que je mérite ce bonheur. Leçon de vie. Quand tout s'effondre, il reste l'espoir. » Mélina a tout perdu, mais n'a jamais abandonné. Pas même dans la douleur, pas même dans le rejet. Elle s'est battue pour son enfant. Et un jour, sa force a croisé une main tendue. Ce n'est pas là où tu tombes qui compte, mais comment tu te relèves. Ton passé ne définit pas ta valeur. Même dans les ruines, une fleur peut éclore. Moralité, ne juge jamais une personne par l'épisode sombre de sa vie. Chaque être humain porte en lui un potentiel de lumière que seule la patience, l'amour et la persévérance peuvent révéler. Si cette histoire vous a touché ou inspiré, pensez à liker, à vous abonner,
à activer la cloche de notification, et à la partager autour de vous. Merci de faire vivre ces récits.